Un sujet un peu dramatique aujourd'hui dans Plein l'ado, puisque certains adolescents ont une rhétorique suicidaire, ont des envies des fois de mettre fin à leur jour, au moins verbalement. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui avec Johanna, le document. Une énorme dispute avec ma mère et que j'avais senti que là, enfin, je sais pas comment vous dire, c'était la xème fois que ça se passait et il n'y avait toujours pas de façon de s'en sortir. J'avais personne vers qui me tourner, qui avait une porte qui pouvait s'ouvrir. C'était toujours, ça me semblait bloqué de tous les côtés. Bonjour Johanna. Bonjour Bernard. Alors comme on l'a vu dans l'extrait du film, c'est plus un phénomène marginal. Aujourd'hui, de plus en plus d'ados, au moins une fois, 2 fois dans leur vie, disent à un marre, moi un jour je vais me faire sauter la cervelle, je vais sauter par la fenêtre. Qu'est-ce qu'on doit faire avec cette rhétorique suicidaire, un peu, cette envie quelque part de mettre fin à ses jours, au moins verbalement, c'est-à-dire au moins le dire. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on va aujourd'hui étudier. Alors... Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. Par pitié, je t'en prie, sois cool. Alors, vous avez déjà des questions de parents? En fait, déjà, je vois comment tu as abordé le sujet. Tu dis que c'est quelque chose qui existe pratiquement chez tous les adolescents. Alors oui, il y a des statistiques. Il y a des statistiques. Il faut savoir qu'un énorme pourcentage d'adolescents a déjà employé cette rhétorique, au moins un jour. Ça peut s'expliquer d'ailleurs et ça peut même quelque part se justifier. On sait que l'adolescent a besoin d'attention, on sait que l'adolescent a besoin d'attirer justement cette attention vers lui, de se faire remarquer un peu. Et des fois, apparemment, il doit être assez désespéré puisque, bien entendu, sur ce très grand nombre de personnes qui parlent de suicide, on est très très loin d'avoir un grand pourcentage qui, oui, se suicide vraiment. Pourtant, il y a beaucoup de suicides malgré tout. Et il faut savoir qu'il y a aussi des tentatives de suicide, et ça a été prouvé, beaucoup de tentatives aussi pour attirer l'attention. J'ai pas eu vraiment l'intention de me faire mal, je me suis un peu coupé, mais pas profondément. Oui, mais c'est déjà effectivement la pente vers quelque chose de pas très sain. Oui, moi j'ai envie de dire... Okay, c'est important de savoir qu'un adolescent puisse exprimer sa frustration de telle manière. Et à la limite, j'ai envie de dire, tout le monde a des frustrations. Et une phrase, elle traduit une frustration. Mais comment on fait la distinction entre le côté j'ai exprimé une frustration, c'est une façon simple de l'exprimer, et le côté c'est sérieux, c'est peut-être même dangereux. J'ai envie de dire que le fait de dire c'est un défi, ça n'enlève pas la gravité de la chose. Si un gosse est capable de se couper une veine par défi, c'est inquiétant. Alors non seulement ça n'enlève pas la gravité de la faute, mais de la chose, mais j'ai envie de dire, moi, d'aller dans ton sens et de dire, à partir du moment où il a employé cet exemple, et non pas, oui, si ça continue, je me barre de cette maison, je vais habiter chez mes grands-parents. À partir du moment où on a abordé le thème de la mort, c'est-à-dire qu'on l'a touché, même avec des mots simplement, alors oui, il faut prendre de sérieux. Ah. Oui, il faut faire attention. Oui, et puis quand tu dis attention, je vais me barrer, des fois je pense qu'il y a des propos qui cachent des pensées suicidaires. Est-ce que ça existe? Alors justement, oui, mais cette façon d'exprimer, quand on dit ouais, ben moi ça continue, je vais habiter chez grand-mère. Bon, ben, ça veut dire que quelque part, quand tu es parti, même dans tes pensées, de la façon la plus extrême, la plus radicale, tu es allé jusqu'à je vais vivre chez grand-mère. Et donc, on est loin encore du suicide ou du problème. Par contre, quand ça t'est passé par la tête, que c'est une éventualité, et quand bien même, ça serait, oui, une façon de attirer l'attention sur toi, ou de mettre un peu, ah, vous allez voir, quand je serai mort, vous aurez bien les boules. Et bien, à partir du moment où l'ado l'a prononcé, l'a dit, pour moi, il y a un changement. C'est-à-dire, il y a un changement de politique. On n'est plus dans « je vais claquer la porte, je vais vous montrer, je vais peut-être fuguer 2 jours, vous allez voir », mais on est déjà dans le malsain. On a commencé à mettre les pieds déjà sur un terrain un peu vaseux. Attends, même un ado qui dit « je vais fuguer 2 jours », je trouve ça super inquiétant, Bernard. Oui, mais pas pareil. Pas pareil. Moi, ça m'embête parce que je pense que bon, c'est un sujet, comme tu as dit, très dramatique. Et il y a quand même une fuite. Si un enfant fuit de la maison 2 jours, je pense qu'on a le temps de retourner nos organes internes. Tu as raison, et aujourd'hui, encore plus, quand on sait qu'aujourd'hui, il y a des sujets qu'on ne va pas traiter dans cette émission, mais il y a des enlèvements d'enfants, il y a de la traite des blanches. C'est-à-dire, oui, quelque chose d'anodin, même au début, ou quelqu'un qui claque la porte et qui va se promener, demain, ça peut tourner en drame.
Mais moi, je veux quand même faire la différence entre les deux rhétoriques. C'est très important parce qu'il y a une rhétorique de menace, de personne ne fait attention à moi, vous vous en fichez de ce que je pense, je suis frustré, vous ne le voyez même pas, vous m'en parlez pas, et donc je veux faire quelque chose pour marquer le coup. Alors oui, comme tu le dis, ça peut être une pente et ça peut arriver à des trucs extrêmes, mais on n'y est pas encore. Alors que commencer à parler de suicide, même évoquer ce truc-là, c'est que ça t'est passé par la tête, tu as déjà eu le temps de le voir, de le peser et même de le dédramatiser quelque part en disant je peux utiliser même sans me faire peur à moi-même. Et souvent, il y a des mots qu'on n'utilise pas parce qu'on a peur de se faire peur. On sait bien qu'il y a des gens qui disent pas le mot cancer pour pas attirer, pour pas le dire, pour pas que ça traîne par ici parce que quand quelqu'un a déjà décidé de, oui, employer un mot qui est fort, même pour parler de lui-même, etc. Le mot est clair, c'est ça? C'est-à-dire que le mot est trop clair pour avoir été jeté simplement comme ça, à la va-vite. C'est-à-dire, quelque part, il est déjà passé par ta tête une fois, il est déjà passé peut-être 2 fois, et finalement, cette décision de le faire sortir dans une expression, moi, quand je conseille les parents, je dis attention. À partir du moment où il a prononcé ça, venez, on va traiter ça de façon beaucoup plus sérieuse. On ne va pas le prendre par-dessus la jambe comme une menace de fugue, jamais. Parce que là, on sait très bien que comment ça marche, ces choses-là, comment marche même un suicide. On sait qu'en général, quand vous êtes dans l'euphorie, vous arrivez jusque-là. Quand vous êtes dans le down complet, vous arrivez jusque-là. Et souvent, le suicide, il se trouve là. C'est-à-dire, vous avez très souvent, c'est circonstanciel. D'ailleurs, on le voit chez les gens qui ont loupé leur suicide et qui te parlent et qui disent « Je sais pas comment je suis arrivé à ça, c'est complètement idiot, j'adore mes parents, j'aime mes enfants, jamais je serais allé vers un truc comme ça. » Ça veut dire que circonstanciellement, à un moment donné, je me suis trouvé dans une situation où j'étais tellement désespéré, et des fois, ça s'est joué à rien. J'ai passé même un coup de fil à des copains à moi, ils m'ont pas répondu, et je me suis dit, voilà, je suis seul au monde, ça confirme bien, il y a personne qui en a à foutre de ma gueule, et donc moi, je dis, bien avant d'arriver à cette histoire-là, où la personne va se... Parce qu'il y a une dimension de dépression dans le suicide. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs, Oui, bien sûr. En général, ça n'arrive jamais sur un terrain. Vous aviez un type tout à fait normatif, qui rigolait bien, qui s'amusait avec ses copains, qui dit « Tiens, je vais me suicider cet après-midi ». Ça n'existe pas. J'ai entendu qu'il y avait les 2 cas. Mais ça, je parle du suicide. Alors, vas-y. Oui, je ne sais pas s'il y a une différence entre l'ado et l'adulte. D'ailleurs, c'est une question que je voudrais te poser après. Mais j'ai entendu qu'il y avait 50% des suicides où on voit des signes précurseurs, où on voit des signes avant, et 50% où tu t'y attends pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas été visibles. Alors peut-être qu'il faut apprendre justement à regarder les gens et à regarder notre enfant mieux. Mais dans la plupart des cas, un professionnel, par contre, si vous lui aviez montré l'enfant, va vous dire « j'aime pas sa mine, j'aime pas son regard, j'aime pas le fait qu'il fuit un peu quelqu'un qui a des idées de suicide n'ose pas affronter ton regard, par exemple, parce qu'il a peur que tu lises en lui, que tu vois des choses plus loin. Il y a un côté d'iconie, c'est-à-dire un côté de dépressif qui est très clair dans les suicides. Okay. Et ce côté dépressif se voit. Hein, il y a, de la même façon, quand on va parler dans une autre émission d'alcool, on verra qu'il y a des signes bien précis. Les signes de dépression de quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un cas précis où, par rapport à une chose qui s'est passée, qui vous a mis... Alors, il y a une dépression très rapide et une chute d'un coup de tension, une chute, il y a des éléments de fatigue, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent rentrer dans un suicide. Mais aujourd'hui, il est prouvé même, et il y a eu des études très, très balèzes qui ont été faites sur ça, qu'il y a même des signes qui se sont joués il y a 10 ans, il y a 15 ans, dans la petite enfance de l'enfant, dans la séparation des parents. Même, alors, laissons Est-ce que le suicide est une maladie ? Non, je pense pas. Je pense que l'ambiance autour du suicide est, oui, une maladie de notre société d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il se passe des choses dans les maisons, il se passe des choses dans la société, il y a une accumulation d'images auxquelles qu'on doit affronter, auxquelles on est confronté tous les jours. Et quelque part, oui, il peut se déposer une espèce de fond, parce que finalement, qu'est-ce que c'est le suicide ? Quand est-ce qu'on se suicide ? Quand on a l'impression aussi qu'on ne vaut pas grand-chose, qu'on ne vaut plus grand-chose, que personne n'en a rien à faire de nous. Donc, il y a une dépression... Je vais mettre un bémol quand même, parce que on va mettre le bémol, mais viens, on le traite. Juste avant de mettre le bémol, viens, on va jusqu'au bout de cette idée quand même. Parce que finalement, si on prenait le suicide comme quelque chose de définitif, je n'existe plus, je disparais, qu'est-ce qu'il y a de plus proche de « je disparais, je mets fin à mes jours » ? C'est
de toute façon, je valais pas grand-chose. Personne n'avait vraiment de considération. Finalement, il y a une dépréciation de ma valeur quelque part sur le marché, même à mes propres yeux. Et donc, le geste du suicide n'est pas très grave. Alors que si j'ai, oui, de la valeur, il y a, oui, des gens qui m'aiment, il y a des gens qui m'attendent, j'ai l'impression de compter, j'ai pas tellement envie de me suicider. D'abord, j'ai pas tellement de raisons. Mais attends, des fois, ça peut être suite à une impasse. Tu étais dans une impasse de vie, tu as des difficultés énormes. Alors justement, l'impasse de vie... L'adolescent, il peut se trouver confronté à des problèmes graves. Des fois, moi j'ai connu une copine qui un jour m'a parlé avec moi, elle me racontait qu'elle avait, me parlait vraiment sympa au café, elle me racontait qu'elle avait un gros problème. Elle était revenue d'Israël en France, et puis son frère avait pris de l'appart familial, etc. Et là, ils vivaient à deux dans l'appart, mais ça n'allait pas du tout quand ils voulaient amener un copain. Elle me dit, ouais, il y a des fois, vraiment, je me pose la question si ça réglerait pas l'histoire, même pour lui, si je me suicidais. Je dis, mais d'où t'as sorti ça? Elle me dit, non, finalement, ce serait peut-être la solution à tout. Mais non, c'est la solution à rien. Le suicide, c'est la solution à rien, ni pour toi, ni pour ton frère. Et imagine demain, oui, je te laisse l'appart, et je m'en vais, le frère va pas s'en remettre. Et des fois, c'est des idées complètement saugrenues, complètement idiotes qui te passent par la tête, mais où tu as l'impression que finalement, je suis presque un poids pour la société. Non seulement je n'étais pas une valeur ajoutée, je n'étais pas un plus, mais quelque part, je suis peut-être un poids. Il est temps de supprimer ce poids, d'enlever. Finalement, ça va arranger tout le monde. Ça va pas faire de peine. Et à partir du moment où tu es rentré en strip, oui, tu es en dépression, grave même, et tu es en danger. Parce qu'à partir du moment où tu es rentré dans ce raisonnement dangereux, alors c'est sûr que si quelqu'un arrive et te secoue, alors tu vas te réveiller un peu en disant « Ah oui, bon, je dis n'importe quoi, mais tu sais, j'ai un peu les boules ». Mais il n'empêche que tu étais là-bas et tu n'étais pas loin. Alors, quelles sont les préventions? Parce que je voudrais quand même qu'on donne un petit peu de... Alors, bien que je voudrais quand même dire que c'est une responsabilité. C'est une responsabilité énorme. C'est une responsabilité et que chaque cas est unique, j'ai envie de dire. L'éducation est une responsabilité énorme. À partir du moment où on a décidé d'être éducateur ou bien d'être parent, on est en plein dans la responsabilité et chaque jour amène sa peine. À chaque jour suffit sa peine et ses questions et ses interrogations. Et finalement, oui, on marche ce que je veux sur un terrain souligner, c'est que si vraiment si un de nos interlocuteurs est face à ce sujet, qu'il prenne ça au sérieux et qu'il aille voir des professionnels ou qui Alors, on va en parler, mais des fois, c'est aux professionnels de venir vers vous. On va prendre l'exemple, par exemple, quand il y a des périodes avec des attentats. Quand il s'est passé quelque chose avec un enfant proche qui était dans sa classe et à qui il arrivait un accident. Eh bien, aujourd'hui, on n'attend pas d'aller chez le professionnel vient à vous. Les systèmes ont instauré qu'on parle avec les enfants, on les fait exprimer, on leur explique. D'abord, c'est pas de votre faute, c'est pas... Il y a tout un système qui s'appelle Rav Shirvati, c'est-à-dire avec plusieurs couches d'intervention, pour s'assurer que l'enfant ne va pas rester, lui, confronté à ces questions auxquelles il n'a pas de réponse souvent et que ça lui pèse. Vous vous souvenez, il y a quelque temps, dans la communauté francophone, d'une affaire qui avait fait énormément de bruit et avec un suicide d'une femme et de ses enfants, etc. Et cette affaire-là, il fallait voir tout de suite, et je sais même pas si ça a été fait complètement professionnellement, mais comment on traitait les amis, comment on traitait les enfants, les enfants qui étaient amis de ces petits-enfants, parce que si tu le fais pas, eh ben demain, tu peux peut-être, commencer à planter la graine par ta non-intervention d'un dicaon, c'est-à-dire d'une dépression chez l'enfant, mais qui va résurgir dans 3 ans, dans 5 ans. Quand il aura un problème, il va dire, de toute façon, la vie, qu'est-ce que ça vaut? Je me souviens, mon copain, il a disparu du jour au lendemain, etc., etc. Et donc, même la mort, c'est pas terrible, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, ça arrive à mon pote, et hop, là, t'es dans la pente. Et c'est pourquoi, c'est pas seulement, effectivement, bien sûr qu'il faut aller voir un professionnel qui saura vous en parler, etc., quand il se passe quelque chose. Mais des fois, il faut que le système aussi ait assez de travail préventif, de mise en place, etc., pour être capable d'intervenir. Il se passe quelque chose, on va réduire les effets de ce qui s'est passé. Parce que si on ne le fait pas, Zeyoshev là, ça s'assoit ici, ça s'assoit dans la tête, et ça risque demain de planter ces petits trucs et de faire germer des idées pas très bonnes. Je voudrais quand même qu'on fasse attention à la dissolution de responsabilité, parce que à aller consulter, à croire que le système va donner la réponse, finalement, quelque part, peut-être les proches, on va reculer. Et c'est vrai qu'il y a le fait de se dire, bon, si la personne elle est chez un psychologue, s'il y a un système, alors je me sens protégée. Mais oui, je pense que c'est pas toujours vrai. Alors quel est le rôle des proches, s'il te plaît, Bernard, pour ce sujet très difficile? Il est énorme. Très souvent les proches, justement, parce qu'il y a des professionnels. Les professionnels, c'est super, mais c'est un peu comme quand vous avez très froid, vous allez prendre 3 couvertures, pas une.
il faut qu'il y ait des solutions aux différents niveaux. Et les proches, ce qui s'appelle la SVIVA, l'entourage proche, les amis, les copines, etc., sont là, c'est une première couche. Ensuite, il y a des professionnels. Ensuite, il y a le système avec les écoles qui a lui aussi son système de fonctionnement, c'est professionnel. Et il faut que tout ça soit coordonné souvent, parce que très souvent, les gens travaillent un peu dans leur coin et disent non, mais nous, on a mes idées, vous ne m'aidez pas, ne rentrez pas. Non, c'est important que tout le monde soit mêlé. Qu'il y ait une communication entre les uns et les autres, d'ailleurs. Et même un rôle différent, souvent. Des fois, l'éducateur, c'est pas le même rôle que le psychologue ou que le pédopsychiatre, etc. C'est pas la même chose. Les gens ont tendance à confondre. J'avais vu une annonce cette semaine qui disait est-ce que quelqu'un connaît un coach ou un psychologue ou un pédopsychiatre pour mon enfant? C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. On parle pas de la même chose. Donc les proches, oui, ont une énorme importance, mais jusqu'à un certain point, l'éducateur, le truc va avoir une très grande importance. Qu'est-ce qu'un parent peut faire D'abord parler énormément, comprendre des fois même Est-ce qu'il faut mettre le pied dans le plat? Oui. Ou ça peut inciter au contraire? Non, il faut mettre le pied dans le plat. Je vais vous dire pourquoi. Ça arrive souvent d'ailleurs avec des histoires qui ne sont pas liées au suicide du tout, mais vous entendez votre voisine crier au secours, il me tabasse. Vous pouvez fermer la fenêtre, c'est pas un problème. Hein. Moi, je vais pas me mêler. Ils ont toujours eu des histoires. Et puis elle n'est pas commode. Non, il n'y a pas d'histoire comme ça. On est en train de tuer votre voisine ou de la tabasser, etc. Vous allez taper à la porte. Vous mettez les pieds dans le plat. Vous mettez même un peu en danger. Mais vous intervenez. Parce que demain, ne restez pas avec cette image de « je ne suis pas intervenu, je savais, j'avais entendu ». Ça c'est très, très, très anxiogène et très dangereux. Donc, bien sûr, il faut mettre les pieds dans le plat. Il ne faut pas mettre les pieds dans le plat systématiquement, tous les jours, toutes les 5 minutes, parce que vous allez être repéré comme la concierge du quartier qu'on ne veut pas fréquenter. Mais bien sûr qu'il y a une notion de responsabilité, la même qu'on a avec les enfants, on l'a aussi avec les adultes. Le temps court, donc on va devoir passer à la chose à éviter un peu. Maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a retenu? Qu'est-ce qu'il faut absolument éviter? Qu'est-ce qu'il faut éviter, ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter? Allez, dis-moi un point. On va voir moi, je voudrais continuer sur ce qu'on était en train de dire. Y a-t-il des situations où si tu mets le pied dans le plat, tu vas suggérer une idée à ton enfant qu'il n'avait pas? Parce qu'il a peut-être dit ça juste pour te défier ou même pour jouer. Paraît-il que des fois, les gosses, les ados jouent entre eux, voire un peu t'es chiche, t'es pas chiche. Est-ce que ça existe, ça aussi? Non, alors moi je dirais est-ce que nous, en parlant, en mettant le pied dans le plat, on risque pas quelque part de pousser l'ado à quelque chose qu'il ne voulait pas du tout? Non, je pense que c'est l'inverse. Des fois, l'ado veut tester si vous êtes là, si vous êtes présent, si vous êtes inquiet pour lui, si vous faites du souci, et donc il n'a pas lancé de façon anodine. Et il attend votre réaction. Justement, ce que tu appelles mettre les pieds dans le plat, pour moi, c'est pas mettre les pieds dans le plat, c'est montrer que tu es là comme parent, tu es à l'écoute. Et tu prends ton temps et tu es capable d'arrêter tout, même ce que tu fais, parce que tu as entendu un truc qui te plaisait pas. Par exemple, si l'enfant a fait seulement des allusions, tu lui poses la question clairement? Non, d'abord, tu lui montres qu'il y a une couche de protection qui est là, et même physique. Tu dis hey, viens ici, mon coco. Qu'est-ce que tu as dit? Viens à côté de papa ou de maman. Et là, vous le prenez fort. Et vous lui rappelez qu'il est très important que même pour rigoler, même en lançant comme ça, c'est insupportable pour vous, même de l'entendre. D'abord parce que ça va éradiquer cette rhétorique, cette façon de faire et de dire. Et ensuite, il va dire, oh, ils sont bien présents. Je croyais que, oula. D'ailleurs, il va éviter de le dire, parce qu'il va dire ça leur fait de la peine, oui, mais etc. du coup, il peut peut-être se renfermer à l'inverse. Il peut dire, je vais plus le dire, mais il a toujours des idées. Je pense que c'est pas, ça veut pas dire, maintenant, vous pouvez, la suite de ce que je viens de dire, c'est pas de s'arrêter là en disant, papa t'aime beaucoup, maman t'aime beaucoup, t'es important. Maintenant, s'il y a des problèmes, etc., bien, on en parle. Il y a des choses que tu veux aborder avec nous, il y a des choses qu'on ne sait pas et que tu aimerais nous parler, viens, on en parle, etc. Mais qu'on ne s'approche plus de ce genre de phrases ou d'imagination, d'actes, etc. Viens, on traite, viens, on parle. Et en fait, c'est ce que veut l'enfant. C'est ce qu'il est venu chercher, même par cette phrase, etc. C'est hey, vous ne m'avez pas protégé. Hey, il y a peut-être un garçon à l'école qui m'embête et vous n'êtes pas assez. C'est pour ça que j'ai envie quelque part de disparaître. Et il y a plusieurs formes de disparition. Il y a la fugue, mais il y a aussi le suicide, même en théorie, une fuite de la situation, pouvoir échapper à quelque chose qui se passe. Mais si vous êtes là et que vous faites votre rôle de parent et que vous intervenez et vous venez voir le directeur, j'ai plus aucune raison de... Donc au contraire, non. Le pire, et ce qu'il faut éviter, c'est de disparaître, de ne pas être là, de ne pas avoir entendu, de dire bon, laisse tomber, il n'est pas en forme, il doit être fatigué, je laisse glisser. Non. Ouais, tu as les parents qui disent c'est de la
manipulation. Oui, non. C'est dangereux, ça. Peut-être. Même si c'est de la manipulation, Non, j'ai mais envie de dire peut-être, qu'il 9 chances sur 10. Vous avez envie de jouer la 10e? C'est un peu comme jouer avec un pistolet avec une balle. Il y a peu de chances de la prendre, mais il y en a une quand même, d'accord? Le bon conseil. Le bon conseil, par contre, qu'est-ce qu'il faut retenir? Eh bien, on l'a dit un peu durant l'émission, bien sûr que c'est pas exhaustif, bien sûr on fait que toucher par-ci par-là à des points, mais pour moi le bon conseil c'est d'être un parent à l'écoute, mais l'écoute c'est aussi avec les yeux, regardez toujours, repérez le moindre site, pas seulement, une présence très active, très proactive. Tiens, mon fils n'a pas la main, il y a une petite ombre sur son sourire habituel, d'habitude il a un super joli sourire, et là il n'arrive pas. Il regarde un peu, il fait des gestes plus rapides que d'habitude, plus excité. Il y a quelque chose qui le perturbe. Je suis là et j'écoute. Et j'ouvre grand mes oreilles. Et oui, si le narratif il est un peu différent, si quand il raconte quelque chose, c'est pas aussi long que d'habitude, le moindre signe, ça veut pas dire être inquiet, être complètement névrosé. C'est inquiétant quand même. Oui, mais pas... C'est difficile de garder le sang-froid. métier de parent, c'est sur... Ça peut être un C'est sur frein, des dizaines d'années, c'est vrai, mais c'est sur des dizaines d'années, 24 heures sur 24. Donc, si on doit être toute la journée névrosé, c'est nous qui allons nous retrouver à l'hôpital dans un lit après une crise nerveuse. Donc non, être un peu quelqu'un d'extrêmement compétent. Vous savez, quand il y a un réparateur extrêmement compétent qui vient pour votre machine, il dit pas « Votre machine est en panne, mais quelle catastrophe, je n'entends plus !» Il dit « Bon, on va ouvrir, on va regarder. » Et c'est un peu cette attitude. C'est-à-dire que si on est un professionnel, et un parent, c'est un professionnel, il a un doctorat de parentalité, il fait ça tellement et tellement depuis tellement longtemps, il faut qu'il reste à la fois cool et à la fois aux aguets. Et des fois, justement, rester cool, c'est ne pas montrer combien tu es aux aguets, mais être très, très aux aguets. Et en même temps, avec un petit sourire, parce que c'est la façon qu'ont nos enfants de grandir. C'est un sourire bienveillant, mais en même temps très, très professionnel. Et c'est comme ça que vous vivrez longtemps et que vous supporterez toutes les situations. Vous arriverez à les surmonter, vous et vos enfants, sans en faire des drames, mais sans leur tourner le dos. Et c'est peut-être la chose la plus importante qu'on avait à donner. Johanna, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci Bernard. Merci à vous de nous suivre chaque semaine et à la semaine prochaine dans Plein d'Ados. Au revoir. Au revoir.